médias. Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane Guillon, merci d'être avec nous ce matin. Alors on va parler un petit peu de votre spectacle quand même, parce que vous êtes sur scène pendant encore 3 semaines. Il y aura une tournée ou pas? Il y a une tournée qui démarre juste après. Ah bah alors c'est très bien pour nos amis qui nous écoutent un petit peu partout en France. Vous êtes sur scène actuellement au théâtre Tristan Bernard, donc jusqu'au 9 avril, jeudi, vendredi, samedi à 21h. Et puis lundi, on va vous retrouver dans Le Remplaçant, série de TF1 avec Joe Star qui a cartonné. Je le disais tout à l'heure, 8 millions en diffusion, 1 million en replay. Et bon, on va découvrir un Stéphane Guillon toujours un petit peu acide, toujours un petit peu tordu, j'ai envie de dire. Personnage complexe. Tordu et acide. Hein, j'ai bien fait de me lever. Hein, non mais ça vous va ou pas? Écoutez, ça me déplaît pas. De toute façon, moi je préfère des personnages un peu qui ont du caractère que des personnages mièvres. On va en reparler dans un instant. Gilles, question du jour. Surtout qu'il est au cœur de l'action dans les épisodes qui arrivent. Absolument. Ça tourne autour de son personnage. Et bien justement, la question du jour concerne notre invité Stéphane Guillon. On s'est demandé si finalement l'insolence et la provocation à la télévision avaient-ils définitivement disparu. Fini la provoque, fini... On a posé la question à nos auditeurs, et bien ils sont d'accord pour dire que oui, ça a disparu de la télévision à 58%, non à 42%. On ne peut plus rien dire à la télévision, tout est devenu un peu soft. On ne s'est pas beaucoup cassé la tête pour trouver la question, non. Mais bon, elle correspond, écoutez, correspond quand même à une réalité. On va continuer à enfoncer les portes ouvertes. Moi, je pense que le dernier espace de véritable liberté, c'est la scène, et il faut venir voir les artistes sur scène. Moi, j'ai vu des extraits, c'est ce que je vous ai dit, des extraits. Ça déménage sur les candidats, sur le Covid. Mais la télé, il n'y a plus cet espace-là. C'est compliqué. Enfin, on va pas rentrer dans un grand débat là-dessus, mais c'est de plus en plus compliqué, oui, pour plein de raisons. On fera une émission spéciale là-dessus, si vous voulez. L'humour est-il mort à la télévision, l'insolence. Vaste programme. Mais c'est vrai que quand on regarde, quand il y a des émissions qui passent de rétrospective et qu'on voit ce qu'on pouvait dire à une certaine époque, on a reçu Thierry Ardisson l'autre jour, c'est vertigineux. Je pense que le véritable problème, pour résumer et sans rentrer dans les détails, c'est qu'aujourd'hui, 2-3 personnes détiennent une grosse partie des médias, que ce soit la presse écrite, des salles de spectacle, des chaînes de radio, des chaînes de télévision. Et ça, c'est compliqué. Et même sur les salles de spectacle. Oui. Gilles ? Et vous ne pensez pas que les artistes n'osent plus non plus, que les artistes ont peur d'être critiqués, ont peur des procès? Non, ils n'ont pas peur des procès, ils ont peur de perdre... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Ils ont peur de perdre une partie de leur public. Donc les artistes sont consensuels. Et des gens comme Simone Signoret, Simone de Beauvoir, Yves Montand, des gens qui disaient des choses, il y en a très peu. Il y a encore Pierre Arditi qui parfois y va, mais c'est vrai que c'est le lot de très peu d'artistes parce qu'ils ont peur, et je pense que c'est un mauvais calcul, ils ont peur d'être clivants et de se priver d'une partie de leur auditoire. Vous exagérez un peu, il y a Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Ah, c'est vous qui faites de l'humour ce matin, c'est bon, ça me repose. Non mais je reprends des extraits que j'ai vus de votre spectacle. Merci, mais vous le vendez très bien, c'est très agréable. Donc voilà, il y a Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard qui sont mobilisés. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Non, la question n'était pas si conne. Bravo Gilles. Alors, allez-y. La stratégie d'effrayer la population et de cibler cette population continue en Ukraine. Hier, dans la ville stratégique de Mariupol, c'est un théâtre qui servait de refuge qui a été la cible d'un missile. C'est la seule image du théâtre de Mariupol en flammes. La Russie nie ce soir toute implication. 1 millier de personnes se seraient réfugiées dans ce théâtre. La mairie confirme que des centaines de civils s'y trouvaient encore ce matin, mais refuse d'avancer un bilan. Hier, nous avions réussi à joindre ce conseiller par vidéo. Nos citoyens doivent vivre sous leurs maisons, dans les abris, car il y a des tirs et des bombardements, ainsi que des attaques aériennes en permanence, à chaque heure. Voilà. Pendant ce temps-là, le président ukrainien Vladimir Zelensky parlait en vidéo devant le Congrès américain en leur rappelant ce qu'ils avaient, eux, eu comme souffrance de Pearl Harbor du 11 septembre. On l'écoute. Vous vous souvenez les avions qui attaquaient votre ciel? Souvenez-vous du 11 septembre quand
vos villes ont été attaquées, quand les territoires paisibles ont été transformés en champs de bataille, quand les personnes civiles ont été attaquées. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Notre pays vit cela aujourd'hui, chaque jour, chaque nuit, à chaque instant. Alors évidemment, c'est un discours calculé et ciselé pour le public américain. Et évidemment, ça a fait réagir le journaliste Vincent Hervouet, spécialiste de la géopolitique. La semaine dernière, c'était donc près de 14 milliards que débloquait le Congrès. 14 milliards, c'est sans précédent. Là, c'est 1 milliard de plus pour de la fourniture de matériel. Alors Zelensky a fait un discours qui était imparable, imparable, parce qu'il a flatté le Congrès, il a flatté la grande histoire américaine. Il dit j'ai fait un rêve, le rêve de la paix. Il est allé jusque-là, rêve de paix. Il a dit, pour être le leader du monde libre, il faut être le leader de la paix. Conclusion, des missiles antiaériens. Il y a une façon très particulière. On a l'impression que les Américains vont faire une guerre à la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. On est dans une logique qui est très étrange. Oui. Vous suivez évidemment ce qui se passe, Stéphane Guyon? Je suis, mais surtout en lisant la presse écrite, parce que je trouve ce flot ininterrompu sur les chaînes info assez anxiogène. Oui, assez anxiogène, et puis manipulation, on en reparlera, des images, de la communication, de part et d'autre, bien évidemment. Gilles, on continue? Oui, vous parlez de l'Ukraine dans votre spectacle, vous l'avez adapté ou pas du tout? Il y a 2 pages sur l'Ukraine, oui. D'accord. qui marche très bien d'ailleurs. Vous dites quoi par exemple? Écoutez, non mais venez voir, je parle du soutien européen et français à l'Ukraine, de façon évidemment très à ma façon, à ma sauce. Bon, faut aller vous voir. Gilles? Peu de temps après, dans un couloir, le président Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre et a fait réagir le Kremlin qui a dit que c'était impardonnable. En fait, pour Gérard Haro, qui est l'ancien ambassadeur aux États-Unis, c'est le cinéma de la communication, tout ça. On a devant nous des semaines, voire des mois de combats et de négociations en parallèle. Tout le monde va s'appeler des noms d'oiseaux. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est le cinéma le cinéma de communication. Biden avait besoin de montrer qu'il était ferme, notamment après le discours très émouvant et très fort de Zelensky devant le Congrès. Il a monté le ton et il a non seulement monté le ton, mais il a aussi annoncé la livraison d'armes supplémentaires à l'Ukraine, mais de manière très prudente. Voilà, et puis pour conclure, Gilles. Et d'ailleurs, vous avez vu que la Maison-Blanche a dit que ce n'était pas une déclaration du président, mais une parole de cœur donnée dans un couloir. Donc ils ont un peu reculé là-dessus. Il l'a dit, donc c'est... Ces précautions sémantiques, c'est incroyable, quoi. C'est un criminel de guerre, point barre. Qu'est-ce qu'on est là à tergiverser Parce qu'il a dit non d'abord, c'est une journaliste qui lui a posé la question, il a dit non, puis après il est revenu, il a dit oui, c'est un criminel de guerre. Appelons un chat un chat. Enfin, je ne veux pas vous faire mon Francis Huster, mais... Allez-y. Non, j'ai pas le talent pour. Gilles, pour conclure. Bon, il y a des coïncidences comme ça, cher Stéphane. Vous êtes là aujourd'hui pour nous. Et hier, c'était le grand rendez-vous politique de Cyril Hanouna. Que voulez-vous? Je suis obligé devant vous de parler de Cyril Hanouna. C'est comme ça, c'est la réalité de la télévision. Il recevait hier Marine Le Pen, qui était face à Baba. Et forcément, il a posé des questions très politiques. Dites-moi, Marine Le Pen, je me suis intéressé à vous, vraiment, en préparant l'émission. Et c'est vrai que vous n'avez pas de premier homme, si vous êtes élu. Non. Ça fait 3 ans que vous dites que vous cherchez l'amour. Non. Vous le cherchez pas? Non. Vous pensez le trouver? Non. Vous serez seul à l'Élysée? Oui. Ah oui, ouais. A priori, oui. Ah oui, a priori. En tout cas, je ne ferai pas de faux. D'accord. On en a vu pas mal du faux dans les derniers mandats. Moi, je ne ferai pas de faux. Donc voilà, je suis célibataire. Vous voulez parler de Je pense qu'il y a un certain nombre de millions de Français qui le sont aussi. Et en 2022, en France, c'est pas non plus un inconvénient. Je pense qu'on est une société moderne et que l'idée qu'il faille absolument être accompagné de quelqu'un pour entrer à l'Élysée m'apparaît pour le coup un peu une idée poussiéreuse. Ça va être grand quand même, toute seule là-bas pour vous. Oui, mais j'ai tous mes chats, attention. Ah oui, c'est vrai, vous avez vos chats. Ça fait du monde, hein. Donc on risque pas de vous voir en scooter avec des croissants.
Il y a peu de chance. Mais ça vous fait rire. Oui, bah, la séquence est plutôt drôle. Hein. La séquence est plutôt drôle. Quand c'est drôle, le jury, vous savez. Mais ça a cartonné. Gilles, ça a super bien marché, surtout auprès des jeunes. Mais bon, voilà, vous êtes déjà exprimé sur Cyril Hanouna. On va parler plutôt de votre rôle ce soir. Non, lundi soir, je veux que ce soit ce soir. Le remplaçant. Ça vous plaît comme ça d'alterner la scène et puis les séries? Ça vient comment? Parce que moi, je vous imaginais pas dans une série comme ça pour TF1. Vous avez un côté un peu plus. Un peu plus quoi? Je sais pas. Je suis en train de m'enfoncer. Non, mais je vous imaginais pas dans une série comme ça, grand public. Je pense que de toute façon, il y a des bonnes et des mauvaises séries. Il y a des bons et des mauvais scripts. Après, que ce soit sur TF1 ou sur une autre chaîne, moi, c'est pas ça qui m'a. Non, c'était pas tellement TF1. C'était le fait d'être dans une série, de vous voir. Ça, c'est votre métier, comédien. Mais d'abord, il y avait beaucoup de comédiens que j'aimais. Moi, j'ai aimé le personnage qu'on m'a proposé. Et je trouve que la série est tout sauf mièvre, tout sauf bien pensante, qu'elle est extrêmement bien réalisée et pensée. Et surtout, alors moi, il y a un truc, une valeur cardinale pour moi, c'est est-ce que je m'amuse ou est-ce que je m'amuse pas. Et sur cette série, je m'amuse. Donc, et ça, vous ne le savez pas à l'avance? On le sent quand même à l'avancée quand on est un vieux de la vieille comme moi. On finit par sentir que ça peut, il y a du potentiel que déjà. Ça peut le faire ou que ça peut ne pas le faire. Il y a Barbara Schulz qui est formidable en proviseur, Elena Noguera, votre compagne, ex-compagne plus précisément, Sébastien Chassagne, Laure Kenza Azizou qui est formidable, qui fait une des élèves, qui a un tempérament incroyable, et puis Alexander Ferrario aussi. C'est vraiment des très bons comédiens. Comment c'est de jouer avec Joe Star? Et sa voiture qui est très importante pour Stéphane Guillon. Absolument. Ça fait partie de la distribution, sa voiture. C'est vrai. Joe Star, il est comment en tournage? Vous le connaissiez avant? Alors écoutez, oui, on avait eu un démarrage compliqué parce que j'avais fait son portrait chez Stéphane Bern il y a 10 ans. Et voilà, donc on s'est un peu reniflé comme deux mâles dominants les premiers jours de tournage. Et finalement, alors moi je dois dire que j'ai vraiment découvert ce garçon totalement. Il est extrêmement intéressant, éclectique, cultivé et surtout extrêmement professionnel. C'est quelqu'un qui vient, qui sait son texte, qui est d'humeur égale, qui est d'une gentillesse parfaite avec toute l'équipe, le HMC, ce qu'on appelle le maquillage, coiffure, les petites mains, les assistants, tout le monde. Et je dois dire franchement, moi je n'ai que des bonnes choses à dire sur Joe Star, quoi. Alors là, c'est marrant d'ailleurs, comme souvent, et c'est aussi mon cas, on a parfois une image, les gens ont une image de moi ou de Joe ou d'autres comme ça, et qui est finalement très loin de la réalité. C'est bien de découvrir les gens en vrai, parfois. Non, mais c'est vrai que quand on le rencontre, il est assez différent de l'image. Et à contrario, on ne citera pas de nom, vous avez des gens, on a l'impression que c'est la gentillesse même, que c'est le gendre idéal, et c'est des beaux enfoirés dans le travail. Absolument. Voilà, mais on ne citera pas de nom. Allez, non, même on sera correct jusqu'au bout. Même pas. Ça veut dire que vous êtes un vrai gentil, c'est ça? Vous êtes en train de nous dire que vous avez l'image de quelqu'un. Comment parler de moi en parlant de Joe Star, hein, c'est assez habile ce que je viens de faire. C'est très habile. C'est très habile. Donc ce rôle, vous êtes un prof de philo, un prof de français. Voilà, qui est pour une méthode éducative à l'ancienne, le par cœur, ici toujours Don Bosco comme établissement scolaire de référence. Mais c'est aussi un personnage, et ce qui m'a intéressé, qui a des blessures secrètes et qui n'est pas qu'une tête de con, parce qu'une tête de con, vous jouez uniquement une note et c'est très vite. Non, parce que c'est très ambigu. Au début, on le trouve plutôt sympathique. Il est très attachant dans son personnage et on oscille entre justement le côté sale con et type dont on sent qu'il y a des fêlures. Mais la série essaye toujours d'aborder sur chaque épisode un fait de société important, c'est-à-dire sur les prochains épisodes, c'est sur l'homosexualité, sur le bizutage à l'école, on essaye toujours sur le harcèlement par Internet, sur des sujets qui touchent les jeunes, qui touchent aussi le milieu scolaire.
Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle dépasse juste une histoire de prof et d'élèves. Oui, non, il y a un message. Enfin, je n'aime pas tellement dire message parce que c'est pompeux, mais il y a un propos. Il y a une idée. Il y a une idée, voilà. Et puis Joey Starr qui lui aussi fait passer à sa manière les choses. Gilles, vous aviez une. Oui, Joey Starr donne la couleur au programme. Je voulais vous proposer un extrait justement pour voir comment Stéphane Guillon joue. Voici une petite scène où un parent veut absolument que son fils soit un génie. Évidemment, le travail est très insuffisant. 2 de moyenne, c'est... Enfin, avec Diego, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Ça risque d'être juste pour une filière générale. Ça, je répète tout le temps. Travail, mais il comprend rien à croire qu'il le fait exprès. Tu fais exprès, c'est ça? Tu veux faire un bac poubelle, là, pour faire chômeur? C'est ça ton projet? Non, il va la faire, sa première S. Ah non, ça n'existe plus, la première S. Non, mais c'est pas la question. Non. Ce que je vous dis, monsieur Dacosta, c'est que c'est pas honteux de choisir une filière technologique. D'ailleurs, ça lui conviendrait mieux, vu ses capacités. C'est un formidable comédien. Parce que je me suis dit, non, mais c'est pas, on n'est pas, je vais vous dire, on n'est pas chez Michel Drucker, mais je le dirais pas si je ne le pensais pas. C'est vous qui balancez les noms, c'est pas moi, c'est incroyable. Ah, donc c'était, c'était. Non, j'ai rien dit, j'ai dit, n'essayez pas de. On fera un montage. N'essayez, oui. Voilà. Non, mais je me suis dit en regardant la série qu'on vous voyait pas assez justement dans des rôles au cinéma ou à la télévision. C'est-à-dire que moi j'ai démarré en tant que comédien, mais j'ai fait, comme vous le savez, j'ai fait le chroniqueur, fait le chroniqueur pendant 15 ans, et le fait d'avoir fait ça à la télévision m'a beaucoup éloigné des plateaux de cinéma et de télévision. Mais là, depuis 2 ans, je retourne beaucoup. Je viens de faire un film au cinéma, donc voilà, de nouveau, je fais des choses. Donc ça y est, vous allez repartir dans cette. Oui, mais ça met du temps parce que je pense que comme vous le savez, j'ai une image clivante et les gens ne m'imaginaient plus dans des rôles. C'était Stéphane Guillon, chroniqueur à la télévision. Et il a fallu vraiment un long moment, une sorte de purgatoire pour pouvoir recommencer à jouer. Comment ils ont pensé à vous d'ailleurs? Comment le producteur, le réalisateur? On peut dire que c'est l'idée de Joey Starr, on le rappelle, une série créée par Chloé Marcel, Joris Morio et Jean-André Guerlès. J'aime bien les citer parce que c'est important aussi. Produite par Françoise Berthaud. Voilà, et réalisé par Nicolas Guichetot. On aura cité tout le monde. Oui. Mais comment ils ont pensé à vous? Ils vous le disent quand ils vous appellent? Non, mais ça se fait. Au départ, on me propose de jouer. TF1 m'appelle pour TF1 série pour jouer un tout petit rôle dans Guépard. Et voilà, c'est un truc que je fais à l'arrache. Il n'y a pas beaucoup d'argent et j'accepte et ça se passe bien. Puis il repense à moi pour le bazar de la charité et ça se passe très bien. Je fais des apparitions dans Munch, qui se passe aussi très bien, et de fil en aiguille, ils vont me faire confiance pour quelque chose de beaucoup plus important. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'au départ, faut un peu payer pour voir. Vous revenez par la petite porte, ce que j'ai fait il y a 3-4 ans, en disant est-ce que ça t'intéresse 2 jours sur Guépard? Et je dis oui. J'ai aussi l'intelligence de dire oui parce que j'ai plus rien. Et de fil en aiguille, ils vont me faire de plus en plus confiance. Vous avez eu une traversée du désert ou pas après la fin? Oui, quand vous êtes viré de France Inter et viré de Canal+, vous avez une traversée du désert, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que c'est bien aussi parfois les traversées du désert, ça vous remet les idées en place. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On écrit, on écrit, on se laisse pas abattre, on essaie de comprendre pourquoi on a eu une traversée du désert, parce que c'est pas uniquement de la faute de mes employeurs, c'est aussi de ma faute à moi. Et puis on écrit un super spectacle et on revient, qui cartonne et on revient en force à la télévision. Pourquoi vous aviez été viré de France Inter, je me souviens plus. Pourquoi c'est de votre faute à vous? Parce que je pense qu'on a toujours des responsabilités. Quand on se fait virer, c'est peut-être qu'on n'a pas été assez malin pour rester. Mais là aussi, ça nous entraînerait très très loin. Mais vous aviez été viré pourquoi? Pour avoir dit, fait une chronique particulière? Pour avoir fait, comme m'avait dit un jour quelqu'un de très haut placé à Radio France, quand je lui ai dit pourquoi on nous a viré, Didier Porte et moi, il m'a dit à 6 mois d'une élection présidentielle, on ne fait pas rire 2 millions d'auditeurs aux dépens du président de la République. Voilà pourquoi vous avez été viré. D'accord. Et le président de l'époque était monsieur Nicolas Sarkozy. D'accord. Vous pensez que ce serait différent aujourd'hui? Non, je ne le pense pas. Vous pensez que c'est non, je ne le pense pas. Toujours la même chose. Oui, Gilles?
On vous retrouvera dans ce rôle de chroniqueur ou si une autre radio vous proposait quelque chose ou la télévision, ou c'est quelque chose que vous avez mis définitivement de côté? Alors à la télévision, pour revenir à notre discussion, non, parce que ça me priverait de refaire de l'image et pour rien au monde, voilà, je suis tellement heureux de faire ce que je fais en ce moment que non. La télévision pour rien au monde. A contrario, oui, faire 1 ou 2 fois par semaine de la radio, je trouve que c'est un média formidable et c'est surtout un média qui me correspond. Je trouve que quand on est dans l'écrit, ce qui est mon cas, et uniquement la voix. Je trouve que je suis pas du tout moi pour la radio filmée. Je suis pour le son. Je trouve que l'image parasite le son. Et quand vous êtes dans l'écrit comme ça, c'est très important d'avoir que le son. Et je pense, et je termine après, je vais pas être trop long, que peut-être que c'est à France Inter que j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais faire. J'ai vu une des critiques de votre spectacle, je crois que c'est dans Le Monde, où ça disait « Plus le monde le désespère, meilleur il est ». Ah, c'est beau ça. C'est vrai ? C'est-à-dire que plus la situation... c'est-à-dire que les candidats ont l'air de vous avoir inspiré, les candidats que nous avons à la mais c'est la phrase de... On a l'extrait, Valérie. Ah, on a l'extrait, allons-y. Les antivax, c'est compliqué. Les 2 artistes qui les ont immédiatement soutenus, c'est Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Moi, j'ai su ça, le lendemain, j'étais vacciné. Mon voisin m'a surpris sur mon balcon, j'étais là, j'aime Zemmour, il m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur Guillon, c'est la Covid. On perd le goût. C'est une histoire de famille, les Le Pen, hein. Jean-Marie, elle, sa nièce. Est-ce que depuis le temps qu'ils ont envie, qu'ils essaient, on ne devrait pas leur filer un quinquennat? Voilà, il faut aller vous voir, donc vous serez partout. J'ai un auditeur qui me dit oui, j'ai déjà mes billets pour Metz, donc voilà, les gens sont là, fidèles, ont pris des places partout en province pour venir vous voir et voir ce spectacle que j'ai très envie de venir voir. Vous êtes la bienvenue. Voilà. Gilles, vous aviez une question ? Non. Bon, on n'a plus rien à dire alors. On a fait le tour, non. Bon, c'est fini, d'accord. Vous me prenez au débeauté comme ça, j'ai écouté. Non, j'avais juste envie de demander, est-ce qu'il continue à voter et pour qui il va voter? Vous allez voter? Mais moi, je vais voter évidemment, mais depuis plusieurs années, je vote contre, alors que j'aimerais voter pour. Bah oui, comme beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc vous allez voter contre Macron? Voilà, c'est bien. Vous faites les réponses et les questions, c'est formidable. Ou contre Zemmour, ou contre Marine Le Pen, ça peut aussi être ça. J'ai même pas répondu. Voilà, je l'ai laissé s'enfoncer. On s'est beaucoup enfoncé aujourd'hui. Lundi soir, TF1, 21h10, Le Remplaçant, épisode 3 et 4. Vous allez retrouver Joe Star et des comédiens formidables, vraiment. Et puis je sais pas pourquoi j'allais dire Stéphane Guillon, que vous retrouverez dans un rôle... plutôt inattendu, donc c'est vraiment bien à voir. Et puis si vous êtes à Paris jusqu'au 9 avril, Tristan Bernard, allez dans les salles, parce qu'on en parlait juste avant. Allez dans les salles, arrêtez de regarder les chaînes info en boucle, vous déprimez, et voilà, allumez la télévision uniquement lundi prochain à 21h pour regarder Le Remplaçant sur TF1. Merci beaucoup Stéphane Guillon, on était ravis de vous recevoir. Moi aussi. Et puis on vous souhaite 8 millions de téléspectateurs 10, pour ces s'il vous plaît. Vous pouvez m'en mettre 2 de plus. Allez, 2 de plus, même 12. Allez, merci Stéphane Guillon, et on va parler dans un instant du film Notre-Dame brûle avec Stéphane Boutsock qui a suivi le tournage et qui vient de nous en parler dans un instant.